Aujourd'hui, les amis, j'ai le plaisir de vous amener dans un continent, au cœur du continent. Donc certains le prénomment l'Afrique en miniature, de par sa diversité culturelle et le pluralisme de ses paysages époustouflants. D'autres y voient une planète, que dis-je, une galaxie, hein, qui bouge au rythme du bolé, de la Siko, du Bikuti, du Bensikin. Donc vert comme le héros, rouge comme le haricot de chez nous, jaune comme le coquille. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène sur la terre des lions indomptables. Je vous amène dans le berceau de la Black Excellence, j'ai nommé le Cameroun. Aujourd'hui, je vous propose un livre qui s'intitule Sous la cendre le feu, qui a été écrit par l'auteur camerounaise Evelyne Poundingolé et qui a été publié en 1990. Donc ce livre peut être un peu évocateur pour certains d'entre vous parce qu'il était proposé à l'époque au programme scolaire en seconde au Cameroun et je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas, mais voilà, certains d'entre vous peuvent avoir un petit air de déjà vu. Le récit commence dans une chambre d'hôpital. Hermine Elamé, et Mina pour les intimes, qui est une trentenaire, une épouse, une mère de 4 enfants, est abasourdie lorsque sa fille de 9 ans lui pose une question très très dérangeante. Sa fille, Fanny, lui dit « Maman, c'est vrai que t'es folle ?» Et tout d'un coup, tout commence à prendre sens. Le décor hospitalier dans lequel Mina se trouve, les regards inquiets et inquiétants de ses visiteurs, les silences trop lourds à porter, ce serait donc ça. Mina serait folle. Elle a beau creuser dans sa mémoire pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais hélas, c'est le trou noir. Son psychothérapeute, Dr Lobé, lui explique qu'un événement traumatisant lui serait arrivé et que le choc aurait été tellement immense que son cerveau serait allé à la dérive. Donc Dr Lobé l'accompagne alors, tout au long du récit, avec beaucoup de patience, beaucoup de compassion, dans sa quête de la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle est enfuie la vérité. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais prendre un moment pour apprécier le fait qu'Evelyne Poundingolé parle de santé mentale dans son livre. Pour moi, Evelyne est une avant-gardiste. C'est vrai, d'accord, aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale et le sujet se décomplexifie de plus en plus. On essaye de détruire les différents tabous qui pourraient planer autour de la question. Cependant, parler de santé mentale et de trauma dans les années 90 et de surcroît dans un contexte camerounais où règne superstition et culte imbattable de la persévérance et de la résilience, pour moi c'est une chose tout simplement incroyable. Donc sur la route vers la guérison, l'auteur nous fait découvrir la vie de Mina. À 17 ans, Hermine Elamé, donc Mina, est en classe de première et elle fréquente un internat dans la ville de Douala. Pendant les vacances d'été, elle tombe éperdument amoureuse d'un étudiant, Joël Edimo, qui lui est un étudiant en médecine au CUS. Donc, elle se lance dans une romance torride avec Joël, romance à la suite de laquelle elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, Mina est prise de panique. Parce que pour vous donner un peu de contexte, ses parents habitaient dans une autre ville, à Konsamba, et on l'avait envoyée à Douala pour pouvoir faire ses études. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mina évolue dans un monde patriarcal. Le Cameroun, on va pas se mentir, patriarcat. Voilà. Elle évolue dans un monde patriarcal et à l'époque, elle avançait à contre-courant des codes de la société. C'était une société dans laquelle les filles étaient plus mises dans une position de maîtresse de maison, alors que les hommes, eux, étaient ceux qui devaient étudier pour pouvoir plus tard avoir un bon travail et subvenir aux besoins de la famille.
Et Mina, c'est pas ce qu'elle voulait pour elle. Elle voulait aller loin dans ses études, elle voulait avoir une carrière professionnelle. Et le fait de tomber enceinte en classe de première s'annonçait un peu comme la fin de son désir de se bâtir une carrière professionnelle, du moins à l'époque. Donc, Mina est prise de panique parce que qu'est-ce qu'elle allait faire d'une grossesse à 17 ans, sachant qu'elle avait tendance à juger de façon très très sévère ses petites camarades de classe qui vivaient une vie sexuelle assumée. Et elle se considérait comme une fille de bonne mœurs, voilà quoi, la Vierge Marie, qui n'avait goûté qu'aux fruits défendus que quelquefois, quoi. Donc elle apprend sa grossesse et elle écrit une lettre à son cher et tendre, Joël, pour lui faire part de sa situation. Donc étant donné que Joël était dans une autre ville et que à l'époque, il n'y a pas au hasard, hein, on communiquait avec les moyens de bord. Et donc elle lui envoie une lettre où elle lui fait comprendre qu'elle attend un enfant. Donc Joël a brillé par son manque de réaction, donc il a d'abord ghosté, pour lui faire comprendre plus tard, dans une lettre de réponse, que Mina devrait aller chercher le père de son enfant ailleurs parce qu'il est guère le géniteur du futur bâtard. Dans son désarroi, Mina va se confier à sa meilleure amie de l'époque qui s'appelle Sylvie. Pour lui faire part de sa situation de cœur et du refus de Joël, qu'elle pensait être l'amour de sa vie, hein, d'assumer sa paternité. Donc, Mina ne sait pas quoi faire parce que au Cameroun, être le sujet d'une grossesse précoce et non désirée, dans un contexte où tu n'es pas marié, c'est quelque chose qui est très très mal perçu. Juste pour vous dire, dans le texte, on décrit l'une des camarades de classe de Mina qui était tombée enceinte et qui avait tellement peur d'avouer sa grossesse à ses parents qu'elle a décidé de se faire avorter par des méthodes pas très, très médicales. Malheureusement pour la jeune fille, sa tentative d'avortement s'est transformée en décès, parce qu'elle en est morte. Et à son enterrement, la mère de la fille a carrément dit elle a mérité ce qui lui est arrivé, en fait. Donc, juste pour vous faire comprendre la sévérité avec laquelle une grossesse précoce et non désirée peut être perçue par les membres de la famille. C'est la honte, c'est la honte. Bref, du moins, c'est comme ça que c'est perçu. Donc, Mina va se confier à sa meilleure amie, Sylvie, pour lui faire part de sa situation. Sylvie, elle-même, là, est dans une situation un peu compliquée, parce que Sylvie vit en concubinage avec son copain, Maurice, et voilà, ils sont pas mariés. Et Sylvie a dû couper les ponts avec sa famille. Parce que, une fois de plus, au Cameroun, le concubinage, c'est pas quelque chose qui est très très bien perçu. Mina va se confier auprès de sa meilleure amie. Et d'ailleurs, elle est très très surprise et elle pose la question à Sylvie. Et elle dit, attends Sylvie, mais comment est-ce que toi tu fais? Parce que tu vis avec ton gars et j'imagine que des fois, le soir, sous la couette, c'est chaud, tu vois. Sauf que depuis que tu vis avec lui, tu es pas encore tombée enceinte. En fait, c'est quoi le secret? Une fois de plus, à travers ça, l'auteur souligne le manque d'éducation sexuelle qui caractérisait Mina, en fait. Il faut éduquer pour responsabiliser. Hey! Lors d'une fête organisée par Sylvie et Maurice, Mina fait la rencontre d'un charmant avocat qui s'appelle Djibril Mouamadou, qui a le coup de feu en fait pour Mina. Donc, Djibril lui fait la cour et lui avoue que son amour est perdu. Mais Mina se refuse de l'aimer en retour parce qu'elle sait, au fond d'elle, hein, qu'elle porte l'enfant d'un autre. Donc par la suite, la relation entre Mina et Djibril va évoluer. Djibril ne cesse de confesser son amour à Mina et Mina va finir par lui avouer la vérité. Voilà. Elle va lui faire comprendre qu'elle est tombée amoureuse d'un autre
et qu'elle porte son enfant. Et l'amour que Djibril ressent pour sa petite fleur est tellement grand qu'il va décider de porter la paternité de Fanny et de considérer du coup le futur bébé comme étant son propre enfant. Donc par la suite, Djibril va demander Mina en mariage. Ils vont décider de garder le secret de la paternité de Fanny pour eux. Et il va décider de mettre la bague au doigt. Il va décider de mettre la bague au doigt à Mina. Cependant, il y a quelques doutes qui planent autour de l'union de Mina et de Djibril. Petite red flag numéro 1, c'est que Mina n'a jamais rencontré la famille de Djibril, en fait. Petit hic numéro 2, c'est que Djibril appartient à une ethnie du nord du Cameroun, tandis que Mina, elle, appartient à une ethnie du littoral. Et pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun est un arc-en-ciel de cultures et d'ethnies différentes. Et ça peut être considéré comme une richesse par certains, mais de temps en temps, ça peut être l'objet de plusieurs divisions. Donc le fait qu'ils ne soient pas de la même ethnie pourrait éventuellement poser un problème. Et le troisième souci, c'est que, étant donné que Mina va épouser Djibril, généralement, enfin du moins à cette époque-là, lorsqu'une femme se marie, elle arrête ses études pour pouvoir jouer pleinement son rôle de femme au foyer. Et le père de Mina n'est pas très d'accord avec le mariage parce que il a mis tous ses espoirs en Mina et il avait tellement de projets pour elle sur le plan de sa carrière professionnelle. Et donc, il ne voit pas d'un très bon œil l'union entre Mina et Djibril parce qu'il se dit que sa fille arrêtera d'aller à l'école une fois qu'elle se sera mariée. Bref, donc il y a beaucoup de doutes qui planent autour de cette union. Et au final, tous ces doutes-là seront balayés d'un revers de la main parce que Mina et Djibril finissent par se marier. Donc au début, Djibril semble être le mari parfait. Il traite sa petite fleur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Il l'encourage même d'ailleurs à continuer ses études après la naissance de leur premier enfant. C'est un papa très très présent. Il change les couches, il prépare les biberons. Les parents de Mina sont d'ailleurs très très choqués lorsqu'ils voient comment est-ce que Djibril se comporte avec leur fille. Parce qu'ils ont une vision très très traditionnelle du couple. Et dans la vision très très traditionnelle du couple qui est la leur, l'homme n'est pas censé faire tout ça en fait. Donc les premières années de mariage sont sucrées. Mina et Djibril enchaînent seulement les enfants. Ça carose mon frère. Jusqu'à ce que Aïcha, la sœur de Djibril, débarque. Donc Aïcha débarque et elle ne se gêne pas en fait de dire ce qu'elle pense. Et la plupart des choses qu'elle pense concernant le couple est très très négative en fait. Elle remet en question la maternité de Mina parce qu'elle ne comprend pas comment est-ce que Mina ne s'occupe pas de ses enfants à plein temps et pourquoi est-ce qu'elle divise son temps entre sa vie de famille et sa vie scolaire. Et elle la critique très très durement sur le sujet. Elle ne comprend pas comment est-ce que Mina peut manger à la même table que les hommes, parce que dans la culture d'Aïcha et de Djibril, c'est quelque chose d'impensable. Aïcha trouve que Mina devrait se couvrir un peu trop, se couvrir un peu plus, parce qu'elle juge que les vêtements que Mina porte sont un peu trop révélateurs. Et Aïcha ne se prive pas non plus de critiquer son frère Djibril, qu'elle trouve faible, parce qu'elle ne comprend pas comment un homme, avec toute sa testostérone et sa virilité, change des couches. Donc Mina est atteinte dans son ego. Et Djibril aussi est atteint dans sa virilité.
au point où il s'éloigne peu à peu de toutes les tâches qui pourraient éventuellement faire en sorte que sa sœur remette en question sa virilité. Donc le couple commence à se fragiliser de plus en plus. Djibril change du tout au tout. En plus de ça, Djibril commence à fréquenter des hommes de sa communauté. Et il se montre très très froid. Et voilà quoi, le couple part à la dérive en fait. L'arrivée d'un nouveau personnage va un peu venir apaiser, va un peu venir apaiser les tensions qui régnaient dans le couple de Mina et de Djibril. Donc c'est l'arrivée de la petite sœur de Mina qui s'appelle ECB. Donc ECB vient comme un vent de fraîcheur dans le foyer de sa sœur et elle la remotive en fait à reprendre confiance en elle. Elle la pousse à prendre son destin en main et à redevenir l'actrice de son propre film. Donc elle encourage à prendre soin d'elle, tu vois, elle encourage à faire des choses toute seule et elle lui dit bah écoute, c'est pas grave, si Djibril il est occupé avec les hommes de sa communauté, c'est pas grave. C'est pas pour autant que tu vas te laisser aller. Tu es une très très belle femme, reprends confiance en toi ma chérie, reprends confiance. Donc, ECB va être d'une grande aide pour Mina et Empowering Women, Helping Women. Donc tout se passe bien jusqu'à ce que, un soir, Mina rentre chez elle. Donc elle rentre chez elle et elle va dans la chambre conjugale et elle trouve son mari et sa sœur presque dévêtus. Mina va la chasser de la maison. Voilà, elle ne va pas lui accorder le bénéfice du doute. Elle va chasser sa sœur de la maison et s'efforcer à pardonner les écarts de son mari. Malheureusement, comme l'a si bien dit notre philosophe, j'ai nommé son Bana. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans cette situation parce que Mina a cru qu'en chassant sa sœur de la maison, elle avait éloigné tout danger de son foyer. Et ce n'est que par la suite qu'elle va apprendre que Djibril, donc son mari, a violé sa première fille, Fanny. Et c'est cette triste nouvelle-là qui va la plonger dans un trou noir psychologique. Et c'est cet événement-là qui sera la cause de sa folie. Le livre déroule donc l'histoire de Mina qui se cherche et qui se livre auprès du docteur Lobé. Ce livre a particulièrement frété les cordes de mon cœur parce que parce qu'il est calqué sur une culture, sur un jargon, sur des saveurs qui sont miennes et qui coulent dans mes veines. Mais j'avais un sourire en coin à chaque fois qu'on parlait de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, un sourire en coin à chaque fois qu'on parlait de Ndokoti, de Kribi, de poisson braisé, qui sont des notions très très familières pour moi. J'avais un sourire en coin lorsqu'on parlait de la romance de Djibril et de Mina, qui est une romance que j'ai vue, une romance que j'ai entendue, une romance aussi que j'ai vécue, parce que c'est un type de romance à la camerounaise en fait. Donc c'était très 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 intéressant. Donc les sujets abordés furent très très intéressants. Il y a dans le récit une sorte de combat perpétuel entre traditionnalisme et modernisme. Une sorte de combat parce que on est quand même dans une société, la société camerounaise, qui est une société très très attachée à sa culture et à ses valeurs, mais c'est aussi une société qui tend à évoluer. Donc il y a toujours ce combat entre les deux. Le livre aborde le sujet de la place de la femme dans une société patriarcale, la place de l'homme dans cette même société, mais aussi le regard que cette société pose sur chacun d'eux. Le livre parle de la place de la femme au sein du couple, mais aussi de la place de l'homme au sein du couple.
On aborde des sujets tels que le féminisme, le sexisme. On aborde des sujets tels que le tribalisme, la corruption, mais aussi la sexualité ou alors le manque d'éducation autour de la sexualité. On parle de plein de choses. On parle d'une jeunesse pleine d'espoir qui mène un combat mais incroyable pour pouvoir trouver du travail après ses études, mais qui, au final, est confrontée à tout plein de difficultés et est condamnée à être une jeunesse qui se meurt. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et de façon générale, je suis très très fan des happy endings. Moi, j'adore quand ça se termine en « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais par contre, en ce qui concerne ce livre, je suis pas très très contente de la fin que l'auteur a prêtée au livre. Je vais vous spoiler un peu. Mina fait son petit bout de chemin, arrive à se souvenir de la raison de sa folie. Elle convoque une réunion familiale où il y a tout le monde qui vient, d'accord? Il y a un prêtre qui fait une messe et ensuite on passe au moment de confession, d'accord? Tous les secrets sont révélés. On apprend que Mina est tombée enceinte à 17 ans, qu'elle a rencontré Djibril et que Djibril l'a épousée, que Djibril n'est pas le vrai père de Fanny, d'accord? Que tout ça c'était un secret. Et Djibril confesse devant tout le monde qu'il a violé leur fille, d'accord? Il explique que Joël Edimo est revenu dans sa vie et que Joël lui a réclamé Fanny, d'accord? Donc Joël a réclamé sa fille et il dit qu'il a pris peur, qu'il a pris peur et que au même moment il a vu comment est-ce que Mina devenait une femme indépendante, qu'elle arrivait à vivre sa vie sans Djibril et il a pris peur. Il a pris peur et les hommes de sa communauté avec qui il traînait lui ont conseillé d'aller voir un marabout pour pouvoir avoir plus d'argent. Il croyait que l'argent aurait été un argument convaincant pour pouvoir faire en sorte que son épouse reste à ses côtés. Donc le gars il est parti dans un délire mais terrible. Il est parti donc voir le marabout au final parce qu'il ne savait plus quoi faire. Le marabout lui a donné comme condition de violer, je pense, une vierge de sa famille. Et du coup, chaque détail compte. Lorsque Mina l'a attrapé avec ECB, en fait, il était sur le point de la violer. Donc il a essayé avec ECB, ça n'a pas marché. Et donc il a jeté son dévolu sur Fanny et au final, il a violé. Frère, moi personnellement, non, je comprends pas. Son excuse là, pour moi, n'a pas trop de sens. Je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux et je suis pour le pardon, mais de ouf. Je peux comprendre que voilà, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Et que dans la vie, il faut pardonner. Mais par contre, je suis aussi de ceux qui pensent que les actes que l'on pose ont des conséquences et que des fois, il faut être suffisamment responsable pour pouvoir assumer les conséquences de ces actes. Et donc, le livre se termine comment? Ça se termine sur une scène où tu as Fanny qui prend la main de ses deux parents et qui est au milieu, et Mina qui songe à l'idée de reconstruire son mariage avec Djibril. Et je suis en mode, attends, comment? Djibril devait déjà être à Kondengui, mon frère. Mais non, tu peux pas commettre un tel acte et être libre. Donc en fait, c'est ce que j'ai pas trop apprécié dans le livre. Pour moi, même si Djibril est venu avec son petit acte de contrition, je trouve qu'il n'aurait pas dû être absous, en fait. Non. Non, en fait, le viol est un crime et on doit le dénoncer. Et j'ai juste eu l'impression que ce n'est pas ce que l'auteur a fait. Donc voilà,
j'étais pas très satisfaite de la fin. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre en fait? Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui est adapté aux élèves de seconde? Il y a un écrivain et dramaturge camerounais du nom d'Eric Essono Chimi qui a sorti une critique, mais très sévère, sur le livre, qu'il qualifie d'amoral et de destiné à des lecteurs occidentaux. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que Mina a épousé Djibril par amour, ou alors elle a épousé pour pouvoir déposer le voile sur sa grossesse? D'après vous, quel est le rôle de la femme dans la société? Est-ce que la place de la femme, c'est la cuisine? Quel est le rôle de l'homme dans la société? Est-ce que vous pensez que la société camerounaise, qui est aujourd'hui patriarcale, doit demeurer ainsi, ou devrait-elle évoluer vers un type de société un peu plus moderne? Qu'est-ce que vous pensez des petites filles qui ont des grossesses précoces et non désirées? Est-ce que vous pensez qu'elles doivent être traitées avec autant de dureté? Bon voilà, je pense que c'est la fin. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre force. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao.